L'intérieur exhalait une odeur poussiéreuse, mais pas désagréable, celle des livres anciens, du bois vieilli, des histoires repliées dans les coins. Marianne alluma sa lampe et s'avança. Les meubles étaient encore là, couverts de draps blanchis par le temps. Les murs, eux, semblaient observer son intrusion silencieuse. Sur la table du salon, elle trouva un objet qui lui coupa le souffle, une écharpe bleue, très similaire à celle qu'Étienne lui avait offerte des années auparavant. Elle la prit. Le tissu était doux, presque intact, comme si quelqu'un l'avait posé là récemment. Mais il n'y avait aucune trace de passage humain. Aucun signe qu'une autre âme avait franchi cette porte depuis. Elle déambula dans la maison, découvrant des fragments de la vie d'Aline. Des lettres jaunies, des dessins de paysages, des carnets remplis de notes étranges sur la respiration du sol, des cartes tracées à la main, des croquis de pierre similaires à celles du coffre. À chaque détail, Marianne sentait une présence féminine, douce, passionnée, déterminée, comme si Aline avait laissé derrière elle une empreinte que le temps n'avait pas pu effacer. Dans la chambre, un miroir fissuré reflétait une Marianne qu'elle ne reconnaissait pas, épuisée, mais obstinée, fragile, mais traversée par un fil de feu. Elle détourna le regard lorsque quelque chose attira son attention. Un journal posé au bord du lit, ouvert, comme abandonné au milieu d'une phrase. Elle s'assit doucement et commença à lire. Les mots d'Aline étaient précis, poétiques et empreints d'une solitude profonde. Elle parlait de cette terre comme d'un être vivant, d'un souffle qu'elle croyait entendre, d'un secret enfoui sous ses pieds. Elle évoquait un filon de pierres lumineuses qu'elle avait trouvé par accident, un trésor minéral qu'elle n'avait jamais réussi à cartographier entièrement. Elle écrivait aussi sur Étienne, mais pas avec amertume. Avec admiration. Avec gratitude. Étienne n'a pas compris ce que j'entendais lorsque je parlais de la terre qui appelle. Mais il a essayé. Il a écouté. Il a cherché. Et je crois qu'au fond de lui, il savait que ce que j'avais découvert ne m'appartenait pas vraiment. Que quelqu'un d'autre devrait un jour poursuivre. Les mains de Marianne se couvrirent de frissons. Elle referma le journal, incapable de lire davantage pour le moment. Elle sortit de la chambre et retourna au salon, où elle posa le coffre sur la table. Elle en sortit les cristaux, les observa à la lumière de la lampe. Leur lueur était hypnotisante, presque vivante. Elle se rappela la phrase dans le testament, là où le sol respire encore. Dans les notes d'Aline, une même phrase revenait, la terre murmure. On ne la creuse pas, on l'écoute. Marianne sentit un frisson dans son dos. Étienne avait voulu qu'elle vienne ici, non pas pour tourner une simple page, mais pour comprendre quelque chose qu'il n'avait jamais réussi à saisir pleinement. Elle, Marianne, celle qu'il avait choisie pour être son dernier lien au monde, devait reprendre ce fil interrompu. Elle passa la nuit dans la maison, incapable de dormir. À l'aube, une idée la tira de son épuisement, explorer les alentours, comme Aline l'avait fait. Elle prit la lampe, les pierres, le carnet, et sortit dans la lumière grise du matin. La forêt derrière la maison était dense. Les arbres, hauts et silencieux, formaient une voûte presque sacrée. Marianne marcha longtemps, suivant les marques sur les arbres que Aline avait laissées. À mesure qu'elle avançait, l'air changeait, il devenait plus lourd, plus chargé, comme si la nature retenait son souffle. Puis elle l'entendit. Une vibration. Minuscule, sourde, venant du sol. Elle se figea, croyant rêver. Mais non. C'était réel. Un tremblement à peine perceptible, mais régulier, comme un cœur qui bat. Elle posa un genou à terre, puis l'oreille contre le sol. La vibration était plus forte ici. Exactement ici. Le sol respire encore. Marianne sentit les larmes monter. Étienne avait cherché cet endroit. Aline l'avait trouvé. Et maintenant, c'était à elle d'agir. Elle se redressa, déterminée, et rentra à la maison chercher la pelle. Cette fois, elle savait exactement où creuser. Marianne retourna à l'endroit précis où la terre vibrait, le cœur battant au même rythme que cette pulsation souterraine. Le matin était encore froid, la brume rampait entre les troncs, et un silence presque religieux enveloppait la forêt. Elle planta sa pelle dans le sol sans hésitation. La terre ici était plus légère, comme si elle avait déjà été déplacée autrefois, ou comme si quelque chose en dessous attendait depuis longtemps d'être découvert. Le premier coup de pelle fut suivi d'un second, puis d'un autre. Très vite, ses mains se couvrirent de terre humide, son souffle devint court, mais elle continua. Chaque mouvement semblait la rapprocher d'Étienne, d'Aline, et de quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui l'appelait avec une force irrésistible. Après plusieurs minutes, la pelle heurta de nouveau un objet. Un son creux, différent du coffre qu'elle avait trouvé chez elle. Cette fois, c'était plus profond, plus large. Ses doigts tremblaient lorsqu'elle écarta la terre. Une grande dalle de pierre apparut sous la lumière pâle du matin, gravée de symboles qu'elle n'avait jamais vus. Des cercles, des lignes ondulées, des marques ressemblant à des filons minéraux stylisés.
Elle passa la main sur la surface froide. Les gravures vibraient légèrement sous ses doigts, comme si elles suivaient la pulsation du sol. Au centre, un petit interstice, suffisamment large pour accueillir une clé. La clé du coffre. Marianne sentit une vague d'émotion la traverser. Étienne n'avait pas laissé cette clé par hasard. Aline, elle aussi, avait écrit dans ses carnets qu'elle cherchait l'entrée gravée par la terre elle-même. C'était ici. C'était maintenant. Les mains moites, elle sortit la clé de sa poche et l'inséra dans l'interstice. Lorsqu'elle la tourna, un bruit sourd se fit entendre, un grondement profond, comme si la terre elle-même s'effritait. La dalle se mit lentement à coulisser, révélant un passage étroit qui descendait sous les racines de la forêt. Une bouffée d'air chaud remonta du passage, chargée d'une odeur minérale, douce et métallique à la fois. Marianne resta quelques secondes figée, frappée par la sensation étrange d'être à la frontière entre le monde visible et un autre, enfoui, oublié. Elle alluma sa lampe torche et descendit. Les parois du tunnel étaient recouvertes de ces mêmes pierres bleutées que celles du petit sac trouvé dans le coffre. Mais ici, elles formaient un réseau entier, un filon magnifique qui éclairait l'espace d'une lueur naturelle, douce mais puissante. Marianne avançait, hypnotisée, sentant son souffle se couper face à cette beauté irréelle. À mesure qu'elle progressait, les vibrations devenaient plus intenses. Ce n'était plus simplement un battement, c'était comme une respiration profonde, lente, vivante. Le sol semblait pulser sous ses pieds, presque chaleureux. Le tunnel déboucha sur une cavité plus large. Et là, au centre, un bassin de roches, rempli de ces pierres bleues, irradiant une lumière si forte qu'elle ne put empêcher une larme de rouler sur sa joue. C'était comme si elle se trouvait devant le cœur même de la montagne. Dans un coin de la cavité, elle aperçut un objet particulier, une boîte en bois, finement sculptée, abîmée par l'humidité. Elle s'en approcha lentement. Une inscription, dans l'écriture d'Aline, couvrait le couvercle. Pour celui ou celle qui viendra après moi. Marianne ouvrit la boîte. À l'intérieur, une lettre soigneusement pliée et un pendentif en pierre bleue, taillé en forme de goutte. Elle déploya la lettre, ses doigts tremblants d'une émotion brûlante. Si tu lis ceci, c'est que mon travail n'a pas été vain. J'ai cherché toute ma vie à comprendre ce que la terre voulait me dire. Cette lumière, ce souffle, ce filon vivant. Tu dois le protéger. Ce n'est pas une richesse à exploiter. C'est une présence, une mémoire, un battement ancien. J'ai eu peur que le monde le découvre et le détruise. J'ai eu confiance en Étienne, mais son cœur n'était pas prêt. Le tien, peut-être, le sera. Ne laisse personne profaner ce lieu. Et si tu en as la force, écoute-le. Il te répondra. Marianne porta une main à sa bouche. Les larmes coulaient librement maintenant. Elle serra le pendentif dans sa paume. Il était chaud, incroyablement chaud, comme s'il pulsait lui aussi. Alors, quelque chose se produisit. Une vibration plus forte parcourut la grotte, puis se stabilisa. La lumière des pierres devint légèrement plus intense, comme si la cavité répondait à sa présence. Marianne se mit à pleurer sans bruit, submergée par un mélange de terreur sacrée et de gratitude. Elle comprit à cet instant pourquoi Étienne l'avait choisie, pourquoi Aline avait écrit ces mots. Elle n'était pas venue pour comprendre le passé, mais pour devenir la gardienne de ce secret, de ce souffle, de cette vie enfouie. Elle resta là de longues minutes, presque agenouillée, sentant son cœur battre au rythme de la terre. Pour la première fois depuis la mort d'Étienne, elle ne se sentit plus seule. Elle se releva doucement, baigna une dernière fois dans la lumière bleutée, puis remonta le tunnel, serrant le pendentif contre elle. Lorsqu'elle ressortit à l'air libre, le soleil se levait, baignant la forêt d'une lueur dorée. Et Marianne sut, avec une certitude absolue, que sa vie venait de changer. Que le secret qu'elle portait désormais ne devait jamais tomber entre de mauvaises mains. Et que la respiration de la terre vivait maintenant en elle. Marianne resta debout de longues minutes encore, saisie par cette impression étrange d'avoir été choisie par quelque chose d'immense, de vivant, de profondément ancien. Le pendentif bleu reposait dans sa main, continuant de diffuser une chaleur douce qui semblait se mêler à son propre souffle. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle devait faire maintenant, mais elle savait une chose. Quitter cet endroit serait impossible sans le marquer d'une nouvelle présence. Sa présence. Elle retourna dans la maison d'Aline, encore bouleversée, encore tremblante. La lumière du matin filtrait à travers les volets, projetant des taches pâles sur le sol poussiéreux. Elle referma la porte derrière elle et s'appuya contre le bois, laissant un soupir s'échapper. L'air sentait encore le passé, mais il n'était plus oppressant. C'était comme si la maison elle-même avait reconnu son arrivée, comme si elle acceptait enfin qu'une autre âme prenne la place laissée vide. Dans la cuisine, elle trouva un vieux poêle à bois et, sans réfléchir, alluma un feu. Les flammes mirent du temps à prendre, mais quand elles s'élevèrent enfin, elles peignirent la pièce d'une lueur chaude que Marianne n'avait plus ressentie depuis des mois. Elle s'assit devant,
tenant le carnet d'Étienne sur ses genoux. Elle l'ouvrit à nouveau, mais cette fois, elle le parcourut avec un autre regard. Elle ne cherchait plus des réponses, mais des traces de son mari qu'elle n'avait pas encore comprises. Une page retint particulièrement son attention. Étienne y avait dessiné un symbole, un cercle entouré de lignes courbes, le même qu'elle avait vu sur la dalle de pierre dans la forêt. En dessous, il avait écrit « Je n'ai pas eu le courage d'aller plus loin. Je croyais avoir le temps. Pardonne-moi, Marianne. Pardonne-moi de te laisser cela. Je t'aime plus que mes peurs, mais mes peurs ont été plus fortes que moi. » Elle sentit son cœur se serrer, mais pas avec la même douleur qu'avant. C'était une tendresse déchirante, une compréhension tardive mais profonde. Étienne avait voulu protéger ce secret autant qu'Aline. Il avait voulu lui laisser autre chose que des regrets. Et peut-être avait-il toujours su qu'elle trouverait quelque chose ici qui lui rendrait sa force. Marianne ferma le carnet, essuya les larmes qui perlaient à ses yeux et se leva. Elle fit lentement le tour de la maison, observant chaque pièce avec l'impression de voir un monde nouveau. Dans la petite chambre d'Aline, elle ouvrit les fenêtres. L'air froid entra brusquement, mais il chassa la poussière, la lourdeur, et apporta avec lui une odeur de terre humide, presque familière maintenant. Elle resta longtemps à regarder le paysage à travers la fenêtre. Les collines s'étendaient devant elle, couvertes de sapins et de pierres, comme si elles cachaient d'autres secrets. La terre semblait vibrer encore sous ses pieds, même à cette distance. Elle comprit alors que ce lieu n'était pas seulement une cachette ou une relique, c'était un territoire vivant, fragile, qui pouvait être détruit si jamais quelqu'un d'avide ou d'ignorant le découvrait. C'est à ce moment-là que le bruit de pneus sur le gravier la fit sursauter. Une voiture. Elle se précipita jusqu'à la fenêtre du salon, son cœur s'emballant. Une vieille camionnette blanche s'arrêta devant la maison. Un homme en descendit. Grand, vêtu d'une veste de travail. Pas un touriste. Pas un voisin. Il regarda la maison avec une attention trop calculée pour être innocente. Marianne sentit une vague glacée la traverser. Comment quelqu'un pouvait-il venir ici? Qui était-il? Comment avait-il su? L'homme frappa à la porte. Une fois. Puis deux. Elle resta immobile, retenant son souffle. Mais il appuya sa main sur la poignée, comme s'il testait si la porte était verrouillée. Elle recula instinctivement. Le pendentif dans sa main devint soudain brûlant, comme s'il réagissait à une menace. Elle le serra plus fort, sentant sa peau picoter. Et alors, sans comprendre comment, une certitude s'imposa à elle. Cet homme ne devait pas entrer. Il ne devait pas savoir qu'elle était là. Et surtout, il ne devait jamais découvrir ce qu'elle avait vu sous la forêt. L'homme fit le tour de la maison. Ses pas, lourds et réguliers, résonnaient contre les murs, comme un compte à rebours. Marianne se força à respirer silencieusement, ses doigts cherchant la poignée d'un vieux tiroir. À l'intérieur, elle trouva une lampe de poche, un couteau de cuisine émoussé, et un petit carnet portant le nom d'Aline. Elle le prit, sans savoir pourquoi, peut-être par instinct. « Tu apprécies cette histoire? Alors ne la laisse pas se perdre. Tu sais, mon ami, à chaque vidéo que je publie, ma plus grande peur est que tu ne vois pas la prochaine. YouTube ne montre mes vidéos que si tu es abonné et que la cloche est activée. Mets un like maintenant, ce geste simple indique à l'algorithme que ces histoires méritent d'exister. Dis-moi en commentaire d'où tu regardes, France, Brésil, Canada? Ta présence ici me donne la force de continuer. Ne disparais pas. Ne me laisse pas parler dans le vide. Ces histoires sont pour toi. » Marianne se figea, les doigts crispés autour des lettres d'Aline. Le bruit en bas était sans équivoque. La porte venait d'être forcée. L'homme ne frappait plus pour demander l'entrée, il réclamait la maison comme si elle lui appartenait. Le plancher grinça sous son poids, résonnant jusque dans les poutres du grenier, et Marianne sentit sa respiration s'accélérer malgré elle. Elle se recroquevilla derrière une armoire haute, ses mains moites serrant encore les papiers. Le pendentif bleu semblait vibrer contre sa poitrine, comme s'il percevait la menace. Sa chaleur n'était plus rassurante, elle brûlait légèrement, comme un avertissement. En bas, l'homme marchait lentement, méthodiquement, ouvrant des portes, soulevant des objets, scrutant chaque recoin. Il ne semblait pas chercher quelqu'un, il semblait chercher quelque chose. Et cette idée glaça Marianne jusqu'au cœur. « Il sait », murmura-t-elle sans voix. « Il sait qu'il y a quelque chose ici. » Le plancher craqua une nouvelle fois. Plus proche. Il montait l'escalier. Marianne sentit son cœur cogner si fort qu'elle craignit qu'il ne l'entende. Elle plaqua une main contre sa bouche pour retenir un souffle trop bruyant. L'escalier gémit. Une marche, puis deux, puis trois. L'homme montait lentement, comme s'il savourait chaque seconde, comme s'il savait que quelqu'un l'attendait en haut. Le grenier était sombre, mais Marianne aperçut les pas lourds s'approcher par la fente sous la trappe. Une ombre se dessina.
La poignée de la trappe bougea légèrement. Elle ferma les yeux, incapable de bouger. Elle ne pouvait pas fuir. Un couloir étroit, une seule sortie, aucun endroit où se cacher complètement. Mais quelque chose, dans les lettres entre ses mains, lui donna un sursaut de lucidité. Elle les serra contre elle, respira un coup, puis examina rapidement la malle pour voir si quelque chose pouvait l'aider. Sous les lettres, elle trouva un vieux cylindre métallique, fermé par une clavette rouillée. Un tube d'échantillon. Aline en parlait dans ses notes. Preuve du filon, éclat brut, cœur minéral. Marianne n'eut pas le temps de réfléchir. Elle glissa le cylindre dans sa poche au moment où la trappe s'ouvrit. Un grincement lent, pesant, glacé. La lumière du rez-de-chaussée monta en un faisceau jaune, découpant la silhouette de l'homme dans l'encadrement. Grand, large d'épaules, le regard sombre et inquisiteur. Il ne dit rien. Il scrutait l'obscurité du grenier comme s'il avait la certitude que quelqu'un s'y cachait. Marianne retint sa respiration au point d'en avoir mal. Le silence était insoutenable. Puis l'homme fit un pas à l'intérieur. Le bois craqua sous son poids. Son regard balaya la pièce, les caisses, les meubles, les poutres, et enfin, l'armoire derrière laquelle Marianne se tenait. Elle sentit une goutte de sueur glisser le long de son cou. Elle serrait les pages si fort que le papier se froissait sous ses doigts. L'homme s'approcha lentement. Ses pas étaient rythmés, presque calculés. Il leva la lampe torche qu'il tenait. Le faisceau se posa sur les toiles d'araignée, les vieilles valises, puis monta vers l'armoire. Encore quelques centimètres, et il la verrait. Au moment précis où la lumière allait atteindre sa cachette, un bruit inattendu retentit dehors. Un claquement sec. Viol. Comme une branche qui se brise, ou quelque chose qui tombe. L'homme pivota aussitôt, alerté. Il redescendit 2 marches d'un pas rapide, laissant la trappe ouverte mais tournant le dos au grenier. Marianne, tremblante, profita de cet instant pour ramper silencieusement vers la lucarne. Elle l'ouvrit d'un coup sec, le bois grinça, mais le bruit dehors avait couvert le son et glissa son corps dehors. Le toit était incliné et glissant, mais elle s'y laissa tomber sans réfléchir. Ses doigts agrippèrent la gouttière avant qu'elle ne tombe. Son cœur battait à toute vitesse, mais l'instinct l'emporta sur la peur. Elle descendit en s'écorchant les mains, mais parvint à se laisser tomber dans un buisson humide derrière la maison. Elle se redressa péniblement. Ses jambes tremblaient encore, mais elle n'avait pas le luxe de rester immobile. Elle vit l'homme sortir par la porte, scrutant la forêt comme un animal traquant sa proie. Son regard était vif, dangereux. Il semblait écouter quelque chose, comme s'il percevait la même vibration qu'elle dans le sol. Il sait vraiment. Marianne serra le pendentif contre sa poitrine. Il pulsait plus fort. Elle comprit que rester ici était impossible. Cet homme n'était pas un simple curieux, il savait ce que représentait le filon. Il savait pour la respiration de la terre. Et s'il la trouvait, lui, il ne protégerait rien. Elle se glissa dans l'ombre des arbres, s'enfonçant dans la forêt avec un souffle court et rapide. Ses chaussures glissaient sur les pierres, ses mains tremblaient, mais elle avançait, guidée par quelque chose de plus fort que la peur. La lumière du matin perçait à peine entre les branches lorsque, soudain, une voix sèche et profonde déchira le silence. « Je sais que tu es là. » Elle s'arrêta net. La voix venait de derrière elle. Elle se retourna lentement. L'homme se tenait à quelques mètres seulement, une ombre figée dans l'entre-deux des arbres. Son regard sombre était braqué sur elle. « Tu es venu trop loin, » dit-il d'un ton étrangement calme. « Tu n'aurais jamais dû ouvrir ce coffre. » Marianne sentit ses jambes devenir de la pierre. « Qui êtes-vous » souffla-t-elle. Il fit un sourire lent, presque triste. « Celui qui aurait dû trouver le filon avant ton mari. » Le sol vibra soudain plus fortement. Le pendentif chauffa dans sa main. Et Marianne comprit que tout allait basculer maintenant, qu'elle n'était plus seulement une veuve cherchant des réponses, mais la seule barrière entre cet homme et un secret que la terre elle-même semblait vouloir protéger. La pluie s'était remise à tomber, fine d'abord, puis battante, comme si le ciel lui-même voulait brouiller les traces de ce qu'Élise venait de découvrir. Elle resta un long moment immobile devant la petite caisse de fer qu'elle avait ramenée dans la maison. Ses doigts tremblaient encore, non pas de froid, mais de cette inquiétude viscérale qu'on ressent quand la vérité commence à bouger sous nos pieds. Elle posa la boîte sur la table, alluma la vieille lampe à pétrole, la seule qui ne clignotait jamais, et respira profondément. L'odeur d'huile brûlée se mêlait à celle de la terre encore collée à ses vêtements. Puis elle fit sauter le loquet. Un claquement sec. Son cœur bondit. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu devenu raide avec les années, reposait un carnet noir, épais, tellement lourd qu'il semblait porter plus que de simples mots. Sous le carnet, quelques objets, une bague d'homme, une clé rouillée, et une petite carte en cuir, gravée de la même série de chiffres que celle du testament. Ses yeux se perdirent d'abord dans l'écriture de Pierre, son écriture,
si vivante. Chaque lettre semblait encore chaude de sa main. Elle ouvrit le carnet à la première page. Si tu lis ceci, Élise, c'est que je n'ai pas trouvé le courage de t'en parler de mon vivant. Pardonne-moi. Je n'ai jamais voulu t'entraîner dans ce que j'avais découvert. Le souffle d'Élise se coupa. Elle chercha une chaise, trébucha presque, s'assit lourdement. Les phrases suivantes étaient encore plus étonnantes, presque irréelles. Ces coordonnées ne mènent pas à de l'or, ni à une terre à moi. Elles mènent à un secret qui n'aurait jamais dû m'appartenir. Je l'ai trouvé par hasard, mais il m'a trouvé, lui aussi. Un frisson glacé lui parcourut la nuque. Elle tourna les pages, fébrile, découvrant des croquis de pierres étranges, de symboles qu'elle ne connaissait pas, des traces de pas mesurés, annotés, comparés. Pierre avait noté des observations sur des lumières aperçues la nuit dans les bois, des bruits sourds qu'il décrivait comme non humains, mais sans jamais oser dire ce qu'il craignait réellement. Chaque ligne respirait la peur qu'il avait dû étouffer jour après jour pour ne pas l'inquiéter. Mais au milieu de cette avalanche d'écrits inquiétants, une page attira immédiatement son regard. Une carte dessinée à la main, avec un cercle rouge, précisément à l'endroit où elle avait creusé. Sauf que le cercle représentait quelque chose sous la boîte, plus profond encore. Élise pâlit. Elle n'avait fait qu'effleurer la vérité. Une phrase, soulignée 3 fois, vibrait à la manière d'un avertissement. Si jamais tu décides de creuser plus bas, ne le fais jamais seul. Son cœur se mit à battre plus fort. Elle releva la tête, comme si quelqu'un venait de prononcer son nom. La pièce paraissait soudain trop silencieuse, trop immobile. Un craquement retentit dehors. Un pas. Un animal. Un avertissement. La peur l'envahit, brutale, mais en même temps une autre force se réveillait en elle, la même qui lui avait permis de survivre à tout. La solitude, le deuil, le froid, l'absence. Elle referma le carnet, inspira profondément, et se leva. Si Pierre avait caché quelque chose plus bas, elle le découvrirait. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Elle ressortit, la lampe à la main. La pluie avait cessé, comme si le ciel retenait son souffle. Elle s'agenouilla près du trou, fixa la terre encore fraîche, et s'apprêta à creuser plus profondément. Mais alors que sa pelle s'enfonçait, le sol vibra légèrement, juste un frémissement, presque imperceptible. Élise sentit la peur s'insinuer dans sa poitrine. Puis, avec un calme étrange, elle murmura. « Pierre, je vais comprendre. Je te le promets. » Elle creusa encore. Et au bout de quelques minutes, la pelle heurta quelque chose de dur. Différent de la boîte. Plus large. Plus ancien. Elle retira la terre avec les mains, impatiente, haletante. Et quand l'objet se révéla sous la lumière vacillante, elle sut que sa vie venait de basculer. Que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Et que ce que son mari avait découvert n'aurait peut-être jamais dû être réveillé. La terre se détacha enfin en un bloc, et l'objet se dévoila totalement. Pas une pierre. Pas un coffre. Une dalle. Rectangulaire, sombre, parfaitement lisse comme du verre, mais froide comme la mort. Élise resta un moment sans bouger, le regard fixé sur cette surface anormale. Ce n'était pas naturel. Aucune pierre du village n'avait cette texture, cette couleur, cette présence. Quand elle passa la main dessus, la dalle vibra sous ses doigts. Un frisson électrique remonta le long de son bras jusqu'à sa nuque. « Pierre, qu'est-ce que tu as trouvé » chuchota-t-elle. La pluie qui avait cessé revint soudain par rafales, comme poussée par un vent impatient. Elle se redressa, essuya son front, puis se força à respirer calmement. Elle aurait dû arrêter. Elle le savait. Les mots du carnet la hantaient. « Ne touche jamais à ce qui dort sous la terre. » J'ai mis trop de temps à comprendre que ce n'était pas enterré, c'était enfermé. Mais il était trop tard. Bien trop tard. Elle s'agenouilla de nouveau, déterminée. Elle passa ses doigts sous un bord de la dalle. À sa grande surprise, elle bougea comme si quelqu'un l'aidait de l'intérieur, poussant en sens inverse. Un coup sourd monta du sol. Un écho qui fit reculer Élise d'un bond. Non, non. Elle resta en position accroupie, terrorisée, cherchant un bruit, un second choc, un signe, mais tout redevint silencieux, oppressant. Le genre de silence qui précède un tremblement. La lampe dans sa main vibrait légèrement. Elle vacilla, puis s'éteignit. L'obscurité l'engloutit. Pendant un instant, Élise n'entendit que son propre souffle, court, saccadé. Elle tâtonna, chercha la lampe, la secoua, rien. Et alors qu'elle reprenait son calme pour l'allumer de nouveau, une lumière bleue commença à pulser sous la dalle. Une énergie sourde. Vivante. Élise sentit son cœur s'arrêter. Elle recula d'un pas, puis de deux, incapable de détacher son regard de cette lueur étrange, froide, presque hypnotique.
La dalle émit un second grondement. Plus fort. Plus conscient. Puis une ligne lumineuse se dessina en son centre. Une fente. Comme une ouverture. Était-ce une porte? Une trappe? Ou quelque chose de pire? Élise voulut fuir. Son corps, lui, refusa. Parce qu'au même instant, une voix se glissa doucement dans son esprit. Pas un son. Un murmure intérieur. Une présence étrangère, ancienne, qui lui souffla. Tu es celle qu'il a choisie. Approche. Élise se figea. La voix n'était ni masculine, ni féminine, ni humaine. Elle sentit ses jambes trembler. Elle voulut hurler, mais aucun son ne sortit. Elle voulut fermer les yeux, mais la lumière la tenait captive. La présence reprit, plus insistante. Pierre a échoué. Pas toi. Ouvre. Un vertige la saisit. Pierre, avait-il entendu la même voix? Était-ce pour fuir cela qu'il avait tenté d'enterrer sa découverte? Était-ce ce secret qu'il avait consumé, lentement, silencieusement, jusqu'à sa mort? Élise sentit des larmes monter. Pas de douleur. De pure terreur. Mais la voix continua, implacable. Tu as déjà commencé. Il n'y a plus de retour. La dalle vibra de plus belle, un mécanisme interne se mit en mouvement, et la fente lumineuse s'écarta, révélant une profondeur noire, insondable, comme un abîme ouvert sous ses pieds. Élise recula enfin, trébucha dans la boue, tomba sur les mains, le souffle coupé. Quand elle leva les yeux, quelque chose, en bas, bougeait. Pas une forme. Pas un animal. Une silhouette. Debout. Immense. Et lorsqu'elle monta lentement vers l'ouverture, Élise fut envahie d'une certitude atroce. Ce n'était pas enterré ici. Ce n'était pas un vestige, ni un objet perdu dans le sol. C'était une prison. Et ceux qui se réveillaient n'étaient enfermés que parce que Pierre en avait payé le prix. Un souffle glacé remonta de l'ouverture, comme l'exhalation d'une créature restée trop longtemps privée d'air. Élise se redressa difficilement, les mains tremblantes, le cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il allait transpercer sa poitrine. La silhouette en bas bougea encore. Pas rapidement, pas violemment, mais avec une lenteur calculée, presque consciente. La lumière bleue pulsait, éclairant par instants ce qui ressemblait à un bras trop long, trop fin, presque sculpté dans une matière inconnue. Chaque mouvement produisait un son, un frottement contre la paroi, comme si la créature se détachait des chaînes invisibles qui la retenaient. La voix revint, plus nette, implantée dans son esprit comme une main froide enfoncée entre ses pensées. Pierre m'avait promis, mais il n'était pas assez fort. Toi, Élise, tu resteras. Elle recula à quatre pattes, la boue glissant sous ses paumes. Elle voulait fuir, hurler, tout abandonner. Mais son corps refusait. Son esprit était pris au piège. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Murmura-t-elle, ces mots se brisant sur ses lèvres. Comme si son nom avait une résonance particulière, la lumière s'intensifia. La silhouette leva la tête. Et Élise vit enfin un fragment de visage. Pas vraiment humain. Pas vraiment monstrueux non plus. Quelque chose entre les deux, comme si la nature avait tenté de créer une forme de vie qu'elle avait ensuite renoncé à achever. Des yeux. Infiniment profonds. Douloureux à regarder. Mais ce n'est pas leur apparence qui la transperça, c'est la tristesse qui s'en dégageait. Une détresse vieille de siècles. Un besoin de liberté ou de vengeance. Un grondement intérieur fit trembler le sol autour d'elle. De petites pierres roulèrent. Les arbres frémirent, bien qu'il n'y ait aucun vent. La voix reprit, cette fois comme un écho à sa propre peur. Il a creusé trop près. Il a voulu comprendre. Il a voulu me sauver. Les mots la brûlèrent. Pierre avait voulu sauver cette chose? Ou s'en débarrasser? Élise sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. La créature monta une marche de plus, se rapprochant de l'ouverture. La dalle vibra, craquant légèrement, comme si l'effort d'ouverture la déchirait littéralement. Puis, soudain, un son minuscule rompit le silence. Un cliquetis métallique. La boîte en fer, celle qu'Élise avait trouvée en premier, vibrait sur la table derrière elle. La bague de pierre glissa, tomba dans la boue avec un ploc sourd. La lumière bleue éclata comme une flamme. La créature s'immobilisa. La voix hurla dans sa tête. Ne touche pas à cela. Élise se retourna brusquement. La bague brillait d'un reflet étrangement chaud, doré. Contrairement à la lumière froide de la dalle, celle-ci semblait vivante, protectrice. Et là, au milieu de ce chaos, elle comprit. Pierre n'avait pas seulement caché cette horreur. Il avait laissé la seule chose capable de la contenir. Il avait laissé une clé. Pas une clé de métal. Une clé d'âme.
La bague vibra encore, puis se mit à rayonner si fort qu'Élise dut plisser les yeux. La créature, toujours dans l'ouverture, poussa un son grave, douloureux, comme si cette lumière lui brûlait la peau. Elle recula d'un pas dans les profondeurs. Élise sentit quelque chose se briser en elle, un mélange de peur, d'amour et de colère contre l'homme qu'elle avait aimé. Elle ramassa la bague. Le sol trembla. La dalle se replia de quelques centimètres. La créature hurla, cette fois avec une voix qui déchirait l'air réel, pas seulement son esprit. Élise savait désormais. Elle n'avait plus le choix. Ceux qui sortaient voulaient le monde. Et la seule barrière entre ce cauchemar et la surface, c'était elle. Elle serra la bague dans sa main. « Pierre, guide-moi !» Et la lumière dorée explosa autour d'elle. La lumière dorée jaillit de la bague comme une vague brûlante. Elle enveloppa Élise, la soulevant presque de terre, et se propagea jusqu'à la dalle où la créature tentait de se hisser. La lumière l'atteignit en un éclat aveuglant. La créature hurla un son guttural, ancien, qui vibrait dans les os plus que dans l'air. Elle recula brutalement, ses longs doigts se repliant comme des ailes brûlées par le soleil. Élise tomba à genoux, haletante. La bague, brûlante, semblait désormais vivante dans sa paume. Elle n'avait jamais senti une force pareille. C'était comme si Pierre tenait sa main à travers elle. La lumière s'affaiblit doucement. La dalle cessa de trembler. Mais le calme n'était qu'une illusion. La voix revint, plus faible mais plus perfide. « Il ne t'a rien dit. Il t'a laissé seul, comme il a été. » Élise sentit une larme rouler le long de sa joue. La voix savait où frapper. Elle savait que le deuil était sa plaie ouverte. « Non. Pierre m'a protégée, répondit-elle, la gorge serrée. Toi, tu mens. » Le champ de lumière dorée autour d'elle vacilla, comme si ces mots étaient une bougie dans un vent violent. La créature sentit cette faiblesse et remonta encore de 2 marches, ses yeux noirs fixant Élise avec une intensité quasi humaine. « Il m'a invoqué. Il m'a utilisé. Puis il a voulu m'enfermer quand il a compris que j'étais plus fort que lui. » Élise déglutit. Elle serra la bague jusqu'à sentir le métal lui entailler la peau. Pierre n'aurait jamais fait ça. La voix ricana. Un murmure serpentant dans son esprit. « Pose-toi la question, Élise. Pourquoi un simple homme a-t-il laissé des coordonnées dans son testament? Pourquoi a-t-il écrit ces avertissements? Il t'a abandonné face à ce qu'il craignait le plus. » Son cœur se serra. La pluie redoubla. Le vent tournoya autour d'elle, remplissant ses oreilles d'un bourdonnement oppressant. Puis un souvenir frappa sa mémoire. Pierre, quelques semaines avant sa mort. Ses nuits sans sommeil. Ses tremblements. Ses phrases incomplètes. Ses mains froides quand il la serrait. Et surtout, ce regard qui semblait toujours attendre quelque chose ou quelqu'un dehors, dans la nuit. Un filet de doute glissa en elle. La créature sentit ce doute et avança encore. Sa silhouette apparut presque totalement dans l'ouverture, tout en angle déformé, en membre trop long pour être humain. Il t'a trahi pour sauver sa propre vie. Mais il a échoué. Et maintenant, tu vas payer pour lui. Je ne te crois pas. Hurla-t-elle. La bague répondit. Elle émit un éclat fulgurant. Tout son corps fut parcouru d'un courant brûlant, presque insoutenable. Et alors? Une image apparut dans son esprit. Pas celle projetée par la créature. Pas un mensonge. Une mémoire. Un fragment de pierre. Il était seul, au même endroit, creusant frénétiquement. Son visage était ravagé par la peur. Il portait la bague à sa main gauche. Et dans un tremblement de terre léger, la dalle s'était ouverte. La créature avait parlé dans son esprit, comme elle le faisait maintenant. Mais Pierre n'avait pas fui. Il avait résisté. Il avait choisi de l'enfermer à nouveau, de refermer la dalle, quitte à détruire sa santé, sa paix et sa vie. Et sa dernière pensée, avant de perdre connaissance, résonna dans la tête d'Élise comme un souffle d'outre-tombe. « Élise, pardonne-moi. Je n'ai pas réussi. Mais toi, tu peux. » La vision s'éteignit. Élise rouvrit les yeux, étourdie, mais remplie d'une force nouvelle. La créature, maintenant entièrement hors de l'ouverture, tendit un bras vers elle. « Je ne suis pas Pierre, » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. « Je ne fuirai pas, mais je ne te libérerai pas. » La lumière dorée se ralluma autour d'elle, plus forte, plus large, comme si la présence de Pierre l'entourait encore. La créature hurla, reculant contre la paroi, sa silhouette se tordant comme de la fumée brûlée. « Non, tu ne sais pas ce que tu fais. »« Si, je sais exactement, » répondit Élise. Elle serra la bague, leva sa main, et la dalle recommença à se fermer, poussée par une force invisible. La créature hurla de rage, tendant ses longues mains vers l'extérieur. « Élise,
Un jour, tu regretteras. Je ne disparais pas. Je t'attendrai. La dalle se referma. La lumière bleue s'éteignit. Le sol s'immobilisa. La nuit devint silencieuse. Complètement. Élise tomba à genoux dans la boue, épuisée. Mais en son cœur, un calme nouveau se posa. Elle avait fait ce que Pierre n'avait pu faire. Si cette histoire a touché ton cœur, j'ai une faveur à te demander. Partage cette vidéo avec un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui apprécie aussi ce type de récit. Sans partage, ces histoires meurent ici. Abonne-toi maintenant si ce n'est pas encore fait, à 40, 50, 60 ans, on sait la valeur de ne pas perdre ce qui est rare. Mets un like, écris-moi en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes, découvrir mon public me touche énormément. Active la cloche, car la prochaine vidéo pourrait être encore plus forte, mais elle n'arrivera à toi que si tu fais ta part maintenant. Ne laisse pas l'algorithme décider à ta place. Ces histoires dépendent de notre unité. À la prochaine, mon ami. Ne disparais pas.